Bonjour et bienvenue dans Cap ou pas Cap, l'émission de ceux qui relèvent leurs défis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Delalande. Bonjour Virginie, Oui, comment vas-tu? écoute très bien. Je suis ravie d'être sur ce plateau, donc merci de l'invitation. Et nous sommes ravis de t'accueillir. Peux-tu nous dire ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Alors aujourd'hui, j'ai deux activités. La première, c'est que je travaille beaucoup en B2B avec les entreprises, je suis ferroviaire et je travaille surtout sur la motivation. D'ailleurs, on en a pas mal besoin, même dans les entreprises. Même. Et deuxième grand sujet, c'est le mouvement crypto-handicap, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap sortent de la honte et du sentiment de subir un handicap. C'est la notion du B2C. Donc ça, ce sont tes deux activités aujourd'hui. Oui. Quand tu interviens dans les entreprises, quelles sont les thématiques, parce que tu parles de la motivation, mais quelles sont les différentes thématiques que tu utilises dans tes interventions? Le grand sujet qui est ma conférence signature, c'est comment faire pour ne jamais abandonner quand on traverse une phase un peu critique. Deuxième sujet, c'est sur la diversité. Et la diversité comme levier de performance. Oui. On en a aussi énormément besoin. Et le troisième sujet, c'est le rapport à la vulnérabilité et au leadership. Super. Mais tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas toujours fait ça. Non. Tu as un premier métier. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'ai le diplôme d'avocat et aussi j'ai travaillé 8 ans en entreprise dans le droit. Et j'ai eu une deuxième reconversion parce que j'ai également fait du marketing pendant 18 mois. Ok. Et comment est-ce que comment tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire? Comment tu en es arrivée à choisir le métier d'avocate et quelles sont les étapes qui t'ont permis de réussir justement déjà ce premier objectif? Très rapidement, vous l'entendez certainement à ma voix, mais je suis sourde. C'est une surdité de naissance qui a été diagnostiquée quand j'avais 9 mois. À l'époque, le médecin me dit à mes parents, votre fille ne parlera jamais. Il faudra ma parentale, bien sûr. Et ils se sont assez rapidement dit, notre fille parlera, on ne sait pas comment, mais on en est sûr. Et ils ont eu raison parce que 20 ans après, à raison de 3 séances d'orthophonie par semaine, voilà le résultat. Je n'ai même fait mon métier aujourd'hui. Donc, pourquoi le métier d'avocat? Tout simplement parce qu'au départ, je rêvais d'être vétérinaire depuis l'âge de 7 ans. Et arrivé au terminal, au moment de faire le choix de nos études, maman refuse. Pour des raisons qu'aujourd'hui j'ignore encore, je ne peux pas faire le métier de mes rêves. Donc, imaginez à quel point je suis en colère, à quel point globalement, en plus, je cumule un sentiment d'injustice, ce sentiment que vraiment cette société ne comprend pas la différence. On me propose évidemment tous les métiers prestigieux, donc avocat, ingénieur, médecin, tous les métiers bien comme il peut gagner confortablement sa vie. Rien ne me plaît, sauf avocat où je me dis effectivement, c'est peut-être le métier qui permet de prendre la parole, de défendre les personnes qu'on n'écoute pas, qu'on ne respecte pas. Et on n'avait pas compris à l'époque que c'était moi que je voulais défendre. Et donc, me voilà partie pour 8 ans d'études, qui étaient un véritable fer, parce que rien n'était accessible. Vous n'avez pas accès aux cours, vous ne comprenez rien. Mais j'ai réussi à trouver des solutions. Et me voilà un jour avocate. Comment est-ce que tu as réussi justement à pouvoir surmonter toutes les épreuves, les embûches qui ont été sur ton chemin? Je pense que la clé principale que je peux détecter aujourd'hui, c'est que je suis une rebelle. Je ne supporte pas qu'on décide de ma vie à ma place, qu'on me mette des barrières que moi, je ne me mets pas. Et donc, au fond de moi, j'avais une espèce de soif de revanche, de colère qui me faisait dire, eh bien, vous allez voir. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, à la maison, je pleurais, j'étais de tous mes états, mais devant les gens, j'assurais. Le gros avantage, c'est que ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin que les gens ne pouvaient l'imaginer. On m'a quand même dit, tu ne parleras jamais, tu n'apprendras jamais à lire ni à écrire, tu n'auras pas de bac, personne ne voudra se marier avec toi, tu ne vas quand même pas exercer la profession d'avocat. Et puis, tu me fais plaisir, tu vas éviter de te reproduire. J'ai coché toutes les cases avec plaisir. Donc, heureusement que tu es rebelle.
heureusement que je suis rebelle. Et aujourd'hui, j'invite toutes les personnes différentes à faire preuve de rébellion. C'est la survie, mais c'est aussi la manière dont on va bien vivre cette différence. Donc tout ce que tu as vécu t'a donné cette force intérieure pour pouvoir justement aller encore plus loin que... Aujourd'hui, je n'appellerais pas force intérieure ce mécanisme. C'est vraiment de la survie au départ et puis une question d'essayer de trouver sa dignité, sa place. Et après, a posteriori, de toute façon, l'histoire est toujours dessinée par les vainqueurs. C'est beaucoup plus élégant de dire que c'est une force intérieure. Oui. Et quelles sont les compétences que tu as développées justement dans cette première partie de carrière? Alors, à partir du moment où j'ai travaillé, où j'ai exercé ces 8 années de droit en entreprise, toujours que j'ai développé pas de mes études, m'a d'abord énormément servi. Donc, les qualités d'adaptation, arriver à repérer rapidement qui sont les piliers qui vont m'aider, c'est-à-dire les étudiants sérieux, qui ne font pas la fête, qui ne picolent pas, qui sont toujours alors au rendez-vous. Dans la vie professionnelle, très efficace, parce que je choisis les personnes avec qui on va porter des projets, et ça garantit aussi la réussite de ces projets. Ensuite, dans le monde du travail, ce que j'ai surtout développé, ce sont les qualités d'observation fine de qui a de bonnes informations. Et je me rendais compte que ce n'étaient pas forcément les personnes qu'on imaginait qui avaient le plus d'informations sur notre projet. Celle qui, moi, personnellement, m'a le plus aidé, étonnamment, ce sont les femmes de ménage et les assistantes. Et ne pas les directeurs. Parce que les directeurs nous connaissent les informations qu'on veut bien leur donner. Les assistantes connaissent vraiment tout le back-office, tous les mouvements, ce qui va se passer, et l'ancienneté de l'entreprise. Donc, on a plein de petites choses comme ça qui permettent d'alimenter une survie. Oui. Et d'alimenter aussi un parcours professionnel, parce qu'évidemment, dès qu'on a un petit peu d'ambition, et absolument pas envie de marcher sur les pieds des autres pour réussir, forcément, il faut utiliser des chemins de traverse. Et ces chemins de traverse, c'est comprendre la mécanique profonde d'une entreprise, quels sont ses besoins, quels sont les objectifs des dirigeants, et dans quelle mesure nos objectifs viennent nourrir ces objectifs. C'est intéressant ce que tu partages, parce que ce n'est pas ce qui vient naturellement en tête, et ça permet d'aller voir les signaux faibles, les angles morts, où il y a énormément d'informations. Oui, ça c'est ma spécialité, les angles morts, parce qu'en plus, dans cette activité marketing, il y avait la chose de travailler avec quasiment tous les services. Et ça me permettait de voir quels étaient les services qui communiquaient, les services qui ne communiquaient pas, les services qui avaient un bon management, les services qui avaient un mauvais management. Et donc, moi, j'étais toujours cette passerelle qui facilitait les relations. Donc, je suis devenue très rapidement un élément indispensable. Mais quand je mettais du lien, je mettais de la souplesse là où il y avait généralement des problèmes. Et à quel moment tu t'es dit que tu avais envie d'arrêter cette carrière-là pour embrasser une nouvelle carrière? Alors, pour le droit, j'ai arrêté parce qu'il y avait des relations très compliquées avec les 2 collègues qui composaient mon équipe. Donc, il y avait des managers extraordinaires, des collègues épouvantables. Et à force de me prendre des coups, parce que forcément, dans le train, ce n'était pas forcément moi qui étais en position de force, j'ai pris un coach, déjà pour voir pourquoi je me retrouvais dans ce genre de situation, alors que je pensais l'avoir réglé dans ma vie personnelle. Donc, c'est là où je me suis dit, en fait, tout le travail qu'on peut faire dans la vie personnelle peut servir dans la vie professionnelle, mais parfois, on ne va pas assez loin de le travail intérieur. Et donc, par rapport à ça, je prenais des coups, et à un moment donné, une de mes collègues m'a dit, non mais vraiment, tu pourrais réfléchir à faire un travail utile pour l'entreprise. Donc, ça allait vraiment là, en fait, de ce qui était rabaissement, dénigrement. Et ça m'a fait réfléchir, et en même temps, il y avait bien Rousseau quand même, qu'il était dans un univers passionnant, mais un univers de problèmes.
C'est-à-dire que je travaillais au fait au sein d'une des plus grandes entreprises de France. Et on était toujours les papiers de service. Et donc, ceux qui nous appelaient, c'était les directeurs des filiales. Donc, c'était le directeur général, le directeur financier, le directeur juridique. Et c'était toujours pour des problématiques qu'eux n'avaient pas réussi à résoudre après X semaines, jours, mois. Et nous, on avait 48 heures à 24 heures pour trouver des solutions. Je me rendais bien compte que mes problèmes perso, qui se rajoutaient aux problèmes du travail, au stress et tout ça, à un moment donné, il y a eu envie de légèreté. Et donc, j'ai réfléchi à quoi je pouvais faire d'utile pour l'entreprise, mais qui me fasse aussi sortir du juridique. Et c'est là où j'ai atterri dans le marketing. Donc, je me suis dit, il va y avoir des cœurs, des fleurs, des slogans, ça va être fun. Et effectivement, ça a été fun. Et la deuxième fois, pourquoi j'ai complètement quitté le mot de l'entreprise, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, en entreprise, on est un numéro parmi d'autres. J'avais personnellement beaucoup d'ambitions, mais je voyais qu'on ne me donnait pas les moyens de mes ambitions. Et en plus, je n'avais pas de budget pour travailler. En plus, j'apprenais coup sur coup de mauvaises nouvelles. Et je me suis dit, mais à quel moment je vais dire stop. Et j'avais l'appel de la liberté, bien sûr. Et quelle question tu t'es posée ou quelle peur tu as pu avoir à ce moment-là, au moment de prendre cette décision importante pour toi? Alors, à chaque fois, ma grande angoisse a été par rapport à mon handicap. Parce que forcément, quand on a un handicap, déjà, c'est beaucoup plus dur de retrouver du travail. On n'a pas en matière. Et la deuxième chose, c'est quelle est la capacité de la nouvelle équipe à accepter les conséquences de ce paramètre. Avoir le verre à moitié plein, plutôt que systématiquement le verre à moitié vide ou derrière, il faut faire ses preuves 2 à 3 fois plus que les autres pour arriver au final au même résultat. Donc, je n'avais pas très envie de passer cette étape-là. La deuxième chose qui m'angoissait, c'est que j'étais bien en entreprise quand même malgré tout. Et il me disait que ce n'est pas un rêve de se dire qu'on l'herbe est plus verte ailleurs. Et que de regretter ce choix financièrement et que c'est une erreur. Parce que travailler dans le meilleur service juridique d'Europe à l'époque, et il me dit en termes d'évolution de carrière, c'est tranquille, c'est tout tracé. Elle laisse pas faire du marketing. Après, elle me met à mon compte. Non mais sérieusement, où est le combat financièrement? Et mine de rien, tout ce qui est financier fait partie au fait de mes sécurités, de mes angoisses. Et comment tu as réussi, du coup, à faire ce virage vers le monde de la conférence professionnelle? Alors ça, c'est un petit peu un mélange contextuel et des décisions qui ont été prises. Donc, tout d'abord, j'étais encore en entreprise et on a tourné un documentaire qui s'appelle « Le local des sûrs », qui est sorti sur Arte. Et je l'ai tourné, je travaillais encore en entreprise. Et quand il est sorti, il a eu tellement de succès qu'on a commencé à me demander de prendre la parole au public. Et en même temps, je faisais du développement personnel. Et il y avait des week-ends qui étaient organisés avec des personnes qui montaient sur scène. Et à chaque fois, je me disais, ah là là, qu'elles soient incroyables, ces personnes. Mais vraiment, j'adorerais pouvoir faire ça un jour. Et j'avais cette petite voix, oui, mais avec ton handicap, avec ton accent, oui, mais qu'est-ce que tu as à dire, les autres sont tellement plus intéressants que toi. Et un jour, je tombe sur une personne de petite taille, sur scène. Et elle cartonne. Je vais la voir, donc à la fin de son intervention, et je me dis, mais comment tu as fait pour traverser le regard des autres, pour trouver un sujet qui soit passionnant, pour être plus intéressante que les autres conférenciers qui étaient sur scène ce jour-là? Dis-moi-tu? Et elle me répond une phrase qui m'a énervée, mais c'est bien sérieux. Et en même temps, elle avait tellement raison. C'était, il suffit d'oser. Donc, cette phrase, chaque fois que j'ai eu une décision importante, revenait dans ma tête. Et je me disais, mais et si c'était ça la clé? Et si ça pouvait être aussi simple? Et c'est vrai que chaque fois que j'ai changé, c'était bien plus simple que je ne le pensais. Je me faisais une montagne, me
me mettait des barrières qui n'existaient pas. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir y arriver? Quelles sont les étapes vraiment Alors, à qui t'ont chaque permis? fois, du juridique au marketing et du marketing à mon compte, j'ai pris un coach qui m'a accompagnée, qui me servait de miroir pour justement affronter mes angoisses, trouver des réponses. Et si les réponses n'étaient pas pertinentes, je revenais la semaine d'après avec la même angoisse. Et donc, on avait fait les feuilles de l'artichaut jusqu'à qu'on arrive au cœur et on trouve le vrai sujet. Et donc, il y a eu cette première approche. Et la deuxième, c'est quand je suis passée du marketing à l'indépendance. J'ai négocié une rupture conventionnelle et j'ai pu bénéficier du chômage. Et quand on a un handicap, on a le droit d'avoir un accompagnement pour le passage à l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai demandé à bénéficier de cet accompagnement. Et quelles ont été les compétences que tu as pu développer à l'époque où tu étais avocate, juriste ou que tu as travaillé dans le marketing et qui te servent encore aujourd'hui dans ton activité justement de conférencière et d'entrepreneur? Alors évidemment, sur la partie avocat, il y a tout ce qui est contrat. Évidemment, je ne panique pas devant un contrat, je sais lire les petites lignes, là où il peut y avoir des pièges, etc. Même si ce n'est pas forcément ma spécialité, il y a quand même une alerte et je le résout. Donc ça reste quand même très utile dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est le rapport au stress. Travailler dans cet univers du meilleur service juridique d'Europe, on travaillait sur les 3 fuseaux, on travaillait évidemment dans l'urgence en permanence. Et donc aujourd'hui, j'ai un rapport au stress très serein. C'est-à-dire que je sais poser le cadre, je sais dire ça ne l'est pas. Je sais aussi dire je peux me limiter. Je ne me laisse pas déborder par le stress ou la fatigue. Donc c'est très utile de la vie. Tout ce qui est marketing, et puis c'est évidemment pour le juridique, tout ce qui est argumentaire, pour défendre un projet, pour défendre une mission, une vision. La partie marketing, ne pas être très originale, c'est la manière de te vendre visuellement, avec des slogans, une vision, pareil. La conférence, c'est comment on va capter et garder l'attention du public. Qui m'a servi pour mes activités complémentaires, puisque j'ai écrit des livres. J'ai écrit 2 livres de crypto handicap. On va en parler. Avec plaisir. Et j'ai un premier livre que j'ai écrit il y a 5 ans. Et j'anime aussi des émissions de télévision. Donc c'est comment on fait des interviews passionnantes pour le public. Justement, ton livre, quel symbole il a pour toi, celui-ci? Alors ce livre a une symbolique très forte. Parce que déjà, c'est en écrivant des livres qu'on fait aussi un rétroactif, surtout sur ce qu'on a traversé, donc toutes les leçons justement qu'on a apprises quand on fait des reconversions, toutes les compétences qu'on a pu apporter par la suite. C'est aussi le départ d'autre chose, c'est-à-dire que j'ai créé le mouvement Crypto Handicap au moment de la sortie du livre. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment d'accompagner les personnes en situation de handicap à dessiner une vie qui leur ressemble, une vie dans laquelle, avec le handicap, elles peuvent s'épanouir. Et personnellement, ça a été une quête de 20 ans. Ça a été une quête solitaire. Ça a été une quête où je me disais, mais j'ai l'impression que personne n'a vraiment trouvé de réponse. Et en faisant de la conférence, c'est pour ça, en fait, chaque métier est génial, complète les autres. Dans la conférence, on monte sur scène avec des personnes extraordinaires et d'autres personnes en situation de handicap. Et évidemment, dans les coulisses, qu'on fait, on papote. Et je me suis rendu compte que certaines de ces personnes, elles aussi, étaient heureuses, épanouies dans leur vie. Et on a commencé à partager nos clés. Et ce livre-là est la certaine de toutes les clés que moi j'ai découvertes, mais que j'ai entendu ou confirmées par d'autres personnes en me disant on peut avoir des handicaps différents, des périodes de vie différentes, des métiers différents, une origine du handicap différente, parce que l'homme est de naissance, mais ce n'est pas du tout la majorité des handicaps, et trouver les mêmes clés. Et c'est très égoïste de les garder pour soi. Donc, ce livre, en termes de reconversion, à la fin, est très fort pour moi, parce que voilà,
c'est un ensemble humain, mais aussi une reconversion pour les personnes qui le liront. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te nourrit dans toutes les activités que tu fais? Facile, la passion. C'est-à-dire que j'ai assez vite compris que je ne pouvais pas travailler si je n'étais pas passionnée par ce que je faisais. Je suis capable de beaucoup travailler, je suis capable d'être têtue sur un objectif, mais si je n'ai pas la passion, c'est la catastrophe. Je n'y arrive pas. Et donc, je pense que c'est important en fait, aujourd'hui de se dire que c'est possible de concilier passion et Les métiers. même réussite financière. Oui. Parce que souvent on se dit, soit c'est la passion, soit c'est la réussite financière, mais c'est possible de concilier les deux. Et quel conseil tu donnerais, toi, à des personnes qui n'osent pas, justement, qui ne se sentent pas bien dans leur activité professionnelle actuelle, mais qui ont peur, qui ont plein de doutes et qui, du coup, préfèrent rester dans une zone du connu plutôt que de se lancer? Alors, je pense qu'on passe tous par là. En fait, avoir des peurs, c'est normal. Mais la différence entre ceux qui passent en action et les autres, c'est qu'ils se disent, en fait, j'ai peur, mais j'y vais quand même. C'est d'ailleurs la définition que donnent des leaders. Oui. Parce que tout le monde a des doutes, tout le monde a une bonne raison de ne pas y aller. Donc, il y a la raison financière, c'est qu'on n'a pas de moyens, c'est qu'on n'a pas de compétences, c'est qu'on n'a pas d'expérience, c'est qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas de diplôme. Le regard des autres, parfois aussi. Le regard des autres, alors ça, avec le handicap, on est servi. Et je me rends compte, au fur et à mesure de ma vie, que, la première chose dont il faut se débarrasser, c'est du regard des autres. Parce que souvent, ils nous transposent leur expérience de vie. Mais nous, on a une petite voix intérieure qui nous dit, mais vas-y, mais qu'est-ce qui se passe? Mais arrête de réfléchir, vas-y, pousse. Et je préfère écouter un regard qui nous dit parfois rien, mais qu'on interprète, qu'on imagine, à qui on donne beaucoup de place, plutôt qu'à cette petite voix qui nous appartient. C'est Navarre qui peut faire. Oui. Et c'est comme ça, en fait, que les gens, quand ils sont épanouis, quand ils réussissent, y arrivent. Parce que c'est leur voix, eux, qui écoutent. Celle qui croit en eux, qui leur dit, et si c'est possible, et si on essayait. Et justement, toi, quels sont tes nouveaux rêves pour cette année 2026? Alors, c'est évidemment de déployer ce mouvement crypto-handicap, parce que je suis effarée de voir le regard que la société porte encore aujourd'hui au XXIe siècle sur le handicap. Il faut quand même se rendre compte qu'on a une vision misérabilité, une vision où ce sont des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'allocation pour s'en sortir. Alors c'est vrai, pour compenser un handicap, mais ça n'enlève rien aux compétences, surtout quand on a un handicap qui est acquis au cours de vie. Parce qu'en fait, il y a seulement 15% des handicaps qui le sont avant l'âge de 15 ans. Donc ça veut dire que la majorité devient, mais qu'est-ce qui se passe? Vous y passé tout ce qu'il a pu se passer avant, toutes les compétences, toute la personnalité. Vous lui collez une étiquette et c'est terminé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, que je vois, c'est ce fameux verre à moitié plat. C'est justement tout ce que ces personnes arrivent à faire avec leur handicap. Par exemple, je ne savais pas, avant de le vivre, que je pouvais avoir le handicap de la communication, être avocate, travailler dans le marketing, la communication, tenir une émission de télévision, écrire des livres, être conférencière à l'international. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas, qu'on pouvait ne pas y avoir de brand job, et grimper le Kilimanjaro, relier les 7 continents à la nage. Je ne savais pas qu'on pouvait survivre à 10 cancers et continuer à kiffer sa vie. Voilà tout ce que le handicap m'apporte aujourd'hui. En fait, c'est un formidable réservoir d'expériences qui repousse les limites de l'humain. Je trouve ça fascinant. C'est inspirant tout ce que tu partages et ça nous montre qu'effectivement il y a les handicaps visibles, les handicaps invisibles reconnus et puis il y a tous les handicaps
invisibles, non reconnus. Tu parlais tout à l'heure des croyances, des barrières qu'on peut se mettre à nous-mêmes. Et en ça, ça aussi, ça peut être des handicaps de dire « je n'y arriverai pas, je suis trop vieille, je suis trop jeune, j'ai pas assez de diplômes, je suis pas née dans la bonne famille, j'ai pas la compétence ». Et en fait, on se met des barrières, on se construit des barrières avant même qu'elles n'existent dans la réalité. Mais pour moi, ça, c'est le plus gros handicap. C'est parce que quand on a un handicap, on trouve des moyens de compenser, on trouve des moyens de faire autrement. On se dessine une vie qui nous ressemble avec nos moyens. Tout ce que je raconte nous arrête, nous sidère. Et en fait, on se dessine une vie médiocre, alors que ce n'est pas notre objectif, alors que ce n'est pas qui nous sommes vraiment. Et puis après, on arrive avec des regrets. Je connais assez peu de gens qui ont une vie épanouie, évidemment, parce que je connais beaucoup de gens qui ont du mal avec le handicap, mais ceux qui ont une vie épanouie, qui ne préfèrent pas leur vie avec un handicap que leur vie d'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on développe tellement de compétences, de connaissances, on se découvre en fait tellement de choses qu'on n'aurait jamais imaginé avoir. Donc finalement, c'est un cadeau de la vie. Oui. On s'aperçoit qu'on développe 10% de notre potentiel et quand on n'a pas le choix, on en développe, mais il y a plus. Et ça, au choix, c'est un voyage intérieur extraordinaire. Et en plus, ça connecte avec des gens qui ont aussi une expérience à bagarre, et pas forcément un handicap. Ça peut être un étranger avec une culture différente, ça peut être des personnes un peu plus âgées qui vont nous partager aussi leur parcours de vie. Tous les gens qui sortent de la norme sont les plus intéressants. Aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, ton histoire, quel regard tu portes sur celui-ci? Je me dis merci la vie. Merci, parce que clairement, je me souviens de toutes ces années de désespoir. Pour vous dire, j'ai même fait une dépression et j'ai programmé mon suicide. De toutes ces questions que je me suis posées, parce que je n'avais pas de rôle modèle qui me ressemblait, de personnes qui étaient capables de me démontrer qu'avec un handicap, c'était possible, d'avoir une vie normale. Personnelle et professionnelle. Personnelle et professionnelle, mariée, enfant ou pas enfant, mais si on a envie d'en avoir, que ce soit possible. Qu'il était possible d'avoir une réussite professionnelle, une réussite financière, une réussite sociale. Et que le handicap n'est qu'un élément, ce n'est pas ce qui nous définit. Moi, j'avais tellement l'impression qu'une fois qu'on avait un handicap, c'était la sourde, et rien d'autre. Sauf que maintenant, moi, je ne suis pas la sourde. Je suis aussi l'animatrice de télévision, la conférencière, l'écrivain, la voyageuse, la motte, la femme, la voiturière. Et c'est cette liberté d'explorer qu'on devrait tous s'autoriser à explorer. Tu vis pleinement ta rébellion maintenant? Ah, mais carrément, continue à la vivre. Parce que avant, c'était une rébellion de colère. Oui. Aujourd'hui, c'est une rébellion d'aventure et c'est une rébellion de transmission. Virginie, merci infiniment. Avec plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité.